Quand on est monté à l'orgue avec Philippe Villeneuve, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 gouttes d'eau sur un côté, c'est tout. L'orgue, il était un peu poussiéreux. J'ai été mais soulagé, parce que ne plus entendre cet instrument-là aurait été pour moi, je crois qu'on aurait tué une deuxième fois Notre-Dame. La voix de Notre-Dame, c'est l'orgue. C'est une grosse étape pour nous de sortir cet orgue pour pouvoir le nettoyer et aussi le mettre à l'abri des intempéries. Ok. Ah, on baisse. Bon, on baisse. On baisse sur moi, pardon. Baisse sur moi. Léon, on le prend. C'est bon. Outre la fonction sonore, il y a une fonction visuelle, et donc il faut faire encore plus attention. Voilà. Il est hors de question de faire la moindre bosse, la moindre rayure, etc., etc. C'est un dédale d'escaliers, de tuyaux et d'allées. C'est étroit? C'est relativement. Surtout, il faut faire attention au passage, donc les bras, la tête. Faire attention à ne rien toucher. Les pièces ne sont pas essentiellement abîmées, simplement. Elles ont subi, comme toute la cathédrale, ce fameux monoxyde de plomb qui s'est infiltré, mais absolument partout. Dans des endroits totalement insoupçonnés, il y en a absolument partout. Et pour enlever cette poussière de plomb qui, je rappelle, est extrêmement nocive, nous n'avons pas d'autre choix que de démonter l'instrument de A à Z. Les plus gros tuyaux de l'orgue sont ici, dans l'angle de l'édifice. Ils mesurent, je crois, 12 mètres de longueur. Il faut bien comprendre que, vous voyez la dimension, ma main, je ne sais pas si vous voyez le rapport, mais un homme peut rentrer dans le tuyau. Un homme, on va dire un homme mince, quand même. Je rappelle que c'est l'orgue le plus gros de France, un orgue mondialement connu pour ses qualités. Et démonter un tel instrument, ça n'arrive en principe qu'une seule fois ou deux, grand maximum, dans la carrière d'un facteur d'orgue. Donc c'est aussi une émotion. Le sommier, c'est la pièce en bois, donc c'est très sensible aux variations de température et humidité. Donc on est très curieux de savoir comment il a survécu l'incendie. Là, tu es au cœur de l'orgue, Bertrand. Là, on est dans les entrailles. C'est vraiment les entrailles, là. Tu peux essayer? Ah oui, il est décroché, celui-ci. Ah, c'est lourd, quand même, chaque... C'est pas simplement l'orgue en soi-même. Il y a toute une histoire musicale liée à la cathédrale. Tous les grands organismes qui sont passés pour cette tribune, des grands compositeurs, et c'est très touchant. Ça a été l'orgue de Pierre Cochereau. Et Pierre Cochereau est organiste ici pendant une trentaine d'années. Il est décédé en 84 et c'était un improvisateur extraordinaire, hors pair.
Disons que c'est la voix de la cathédrale. C'est comme les cloches, c'est le son que produit cette architecture qui est là, qui renvoie la lumière, qui renvoie le son, qui fait des ombres, qui crée des lumières, qui fait des rythmes. C'est de la musique, l'architecture. Et donc on va retrouver un jour les voûtes, on va retrouver l'acoustique, on va retrouver la voix de Notre-Dame. Il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas ça, rien n'est perdu. Amen. Certes, tout de suite, j'ai fait poser des bâches pour protéger les voûtes. Mais ensuite, il a bien fallu qu'on aille faire le diagnostic. Or, tant que je ne savais pas dans quel état étaient les voûtes, il était interdit d'aller en dessous. Donc comment faire ? Il fallait regarder par le dessus. Or, je ne pouvais pas marcher sur les voûtes, puisque je ne savais pas si elles allaient s'écrouler ou pas. Du coup, on a mis un plancher, qui nous a servi par la suite de plancher de travail, et on s'est suspendu à ce plancher pour aller évacuer les gravats, faire le diagnostic et intervenir sur les extradoses de voûte pour les consolider, pour éviter que ça s'écroule. On va aller sur cette zone-là, là. On l'a préparé hier, c'est ce soir. On va aller ici. Nat, c'est toi qui vas chercher, élinguer tous les gros bois. On travaillait de nuit, on avait décalé nos horaires pour pouvoir faire le déblaiement des voûtes, donc retirer tous les éléments carbonisés sur les voûtes, que ce soit la pierre, les bois ou les éléments métalliques. Ça marche. Pareil, devant, derrière. Dans un sens et dans l'autre. On met le masque, donc si tu peux mettre une alarme pour 1 heure. Là, il faut vraiment bien se regarder. Là, il faut attraper c'est à la votre fois le masque et la blouse, quoi. C'est votre séance maquillage, là, ce soir? C'est un peu ça, oui. Il y avait des soupçons de présence de particules de plomb. Et donc, on était sous masque à ventilation assistée, donc ça apporte des contraintes en plus. On a déjà un métier assez physique avec des conditions là, sans poser pied, qui sont extrêmement difficiles pour les personnels intervenants, plus la combinaison, plus le masque. Les gars, ils ont fait 8 mois de nuit pour déblayer l'ensemble des voûtes. C'est l'opération qui a duré le plus longtemps pour nous en parallèle de l'échafaudage. Alors, ça a été beaucoup moins médiatisé, mais ça a duré beaucoup plus longtemps. Ouais, ça a duré 8 mois. Notre-Dame de Paris est classée, elle fait partie du patrimoine national, mais mondial de l'humanité, et à ce titre, tout ce qui la constitue est non pas des gravats, mais des vestiges. Et chaque fois qu'on enlevait des éléments, il était numéroté, et donc on sait exactement, j'imagine, où était tel bois qu'on voit aujourd'hui sur un rack, sur la carcasse de la cathédrale. Utiliser ces camions aspiratrices qui sont assez impressionnants, des aspirateurs géants qui peuvent aspirer des cailloux de 10 cm par 10 cm, des grosses boules de cailloux. Donc ça va vite et ça permet aussi de conserver l'ensemble des éléments. Tout ça, c'était remis dans des sacs à la suite et qui ont pu être triés par les archéologues. Qu'est-ce qui s'est passé là que ça a secoué comme ça? Après, il s'est fait la jambe. Ouais. Faut faire la couper tout de suite. De temps en temps, je me disais, je trouve que c'est bien lent. Et d'un autre côté, quand je les voyais travailler comme ça, je les disais, mais oui, non, mais ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Parce que je voyais toute cette passion. Voilà, il y avait une passion.
Voilà. Et la passion, parfois, il fallait souffrir. Hein. C'est plus que la passion. Il fallait souffrir parce que c'était dur, il faut porter des trucs, c'est lourd, c'est pierre, c'est machin. Toutes les franges des voûtes qui se sont effondrées représentent des zones de fragilité, donc on a des risques. On a mis de la filasse, si vous voulez, avec du plâtre. Alors évidemment, c'est pas ça qui va tenir, qui va garantir la stabilité pour des siècles. C'est juste quelque chose qui nous permet de dire on peut aller en dessous sans risque d'avoir une chute de cailloux. Une fois que ça c'était pré-consolidé, j'ai pu dire ok, vous pouvez aller en dessous, vous risquez pas de vous prendre la voûte sur la figure. Et là, les échafaudeurs sont entrés en jeu et on a bâti des échafaudages à l'intérieur, mis les planchers. Là, on a remarqué que les voûtes ont parfaitement fonctionné comme l'architecte du Moyen-Âge les avait conçues et voulues. Mais les voûtes sont faites parce que ça sert de pare-feu. Ça évite, en cas d'incendie des combles, ça évite de propager l'incendie en bas. Et donc de détruire les piliers. Et donc de faire un effondrement. C'est un château de cartes. S'il n'y a pas de voûte, vous brûlez les piliers, bah, vous enlevez les piliers, tout tombe. Sauf que, comme disait Viollet-le-Duc, de l'utile découle le beau. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que là, les voûtes sont utiles, puis il se trouve qu'elles sont belles. C'est quand même génial. C'est ça, l'architecture médiévale. Oui, quand on a retrouvé le volume sans les gravats au sol, pardon, les vestiges au sol, parce qu'il n'y a pas de gravats à Notre-Dame, c'est des vestiges. Et oui, on y voyait déjà plus clair. Ouais. C'était une belle étape, ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que là, on est en train de faire une autre opération cruciale. On est en train d'échafauder tout l'intérieur de la cathédrale pour pouvoir nettoyer les parements, réparer les voûtes. On monte jusqu'à 32 mètres. 32 mètres sur tout le long de la cathédrale. Alors là, il y a de quoi s'amuser. Ça représente un peu plus de 1000 tonnes d'échafaudage à mettre en œuvre. À l'intérieur. À l'intérieur, pour rééchafauder les façades, pour les déplomber et tout, puisqu'il n'y a pas lieu de travailler sur les façades, puisque la cathédrale, malgré l'incendie et tout, et ce qu'on peut en voir, elle est pas touchée à l'intérieur. Enfin, elle n'est pas touchée, je me comprends, c'est pas là-dessus. Pas trop abîmée à l'intérieur. Elle est pas trop abîmée à l'intérieur, elle est toujours magnifique, elle respire, là, quand on la voit, elle respire. Il y a des choses qui me marquent. Hein. L'intérieur m'a beaucoup marqué, c'est ce qu'on parlait. L'intérieur, quand on voit les visages en face de nous, quand on voit les vitraux, on a les yeux dessus. Enfin, ça marque aussi, quoi, parce que jamais de la vie, Notre-Dame, j'étais déjà rentré à l'intérieur. Même si vous levez la tête au ciel comme ça, que vous regardez les voûtes et puis que vous regardez les clés de voûte, vous imaginez pas qu'il y a les têtes qu'on voyait. D'en bas, on les voyait pas. Hein. Je pourrais dire, tiens, les petits-enfants, tu vois, tu rentres dans la cathédrale, tu vois là-haut, on le touchait, le truc-là. En fait, d'en bas, on le voit pas, mais prends des jumelles, tu verras, c'est un petit visage blanche que tu vois pas forcément d'en bas. C'est ça. Ah, c'est une émotion. Vous savez, on pense connaître la cathédrale. Ben non, mais il y a toujours des coins et des recoins. Vous savez, il y a des trésors dans Notre-Dame. C'est beau, hein, c'est génial. Hein. Là-haut, c'est encore plus près.
C'est vrai que c'était une autre cathédrale. On parle souvent d'une cathédrale de fer à l'intérieur de la cathédrale de pierre, et c'est vrai que on ne voyait plus la pierre. On avait des murs d'échafaudage, on avait des planchers qui cachaient les voûtes. Je pense qu'on marchait même mieux là-haut, parce qu'il ne manquait pas d'écarlage, ou voilà, là-haut c'était tout lisse. Donc oui, on était, comme on dirait dans notre terme, oui, on était là-haut comme sur le plancher des vaches. Voilà, tout le monde était à l'aise, tranquille, il n'y avait pas besoin de regarder, tiens, là on risque de tomber ou quoi que ce soit. Non, il y avait un plancher, une plateforme complète de fête, qui était plancher acier recouvert de panneaux USB. Voilà, donc ils avaient 3 terrains de foot là-haut. Il est beau notre cœur. Ouais. Et ici, on s'est aperçu qu'il y avait des fissures au niveau de la voûte. Donc, du coup, on a dû intervenir en urgence pour étayer la voûte, pour éviter qu'elle s'affaisse encore plus à cause du dégel. On est allé mettre quasiment toutes les voûtes hautes de la cathédrale sur cintre. C'est-à-dire qu'on a mis sous chaque arc, chaque nervure, un grand cintre en bois. Et la particularité, tout comme les cintres des arcs-boutants, c'est qu'aucun arc n'est évidemment identique. Et ils sont tous sur mesure. Donc c'est du travail de haute couture qui a été fait. C'est un travail vraiment de précision. On a l'impression que c'est une charpente industrielle assez basique, mais non. Toute la cathédrale a été vraiment modélisée avec la moindre déformation des voûtes. Donc on est vraiment sur une précision au millimètre de toute la courbure des cintres pour pouvoir épouser parfaitement les pierres et ne jamais rentrer en contact, en collision. On va être vraiment à épouser la forme des pierres. On arrive sur la fin de la sécurisation. Là. On pose les derniers cintres à l'intérieur sous les voûtes. Et on finit de mettre hors d'eau la cathédrale avec le grand parapluie qui permet de couvrir le trou qu'on a à la croisée. Et il est mobile, c'est-à-dire que pour pouvoir faire rentrer des matériaux à l'intérieur, ce qui permet de l'ouvrir ou de le fermer quand on a besoin d'approvisionner des choses à l'intérieur directement au cœur de la cathédrale. Si vous voulez, au niveau de la croisée, le vent part en tourbillon. Et du coup, il faut à chaque fois contrôler sa charge pour éviter que la charge commence à balancer et éviter d'abîmer les vestiges, quoi. 1, 2, 3. Encore un petit peu. Encore un petit peu. On arrive à la dernière phase de la sécurisation, c'est-à-dire la mise sur cintre de l'ensemble des voûtes de la cathédrale. Une fois que ces éléments-là, qui sont à la fois nécessaires pour éviter que les voûtes ne s'effondrent, c'est également quelque chose qui va être nécessaire pour la restauration et la reconstruction, notamment des voûtes effondrées. Une fois que ça sera fait, on pourra considérer qu'on est parti pour la reconstruction. On va commencer à lever les premiers cintres. Donc on est en train de mettre en place tout le mécanisme qui vont maintenir les vérins qui sont là. Donc là, il faut vraiment être au millimètre, quoi.
Là, c'est un travail qu'on n'avait jamais fait auparavant. Donc, on avait toujours un peu la peur au ventre de savoir si on avait pris les bonnes décisions. Si... Le premier, c'est toujours un peu tendu, on va dire. Donc, quand on pose la première pièce en charpente, en général, on ne fait pas trop les malins. N'importe quel travail qu'on effectue, chaque fois on se remet en question. Il n'y a rien comme ailleurs, il n'y a rien. On découvre tout le temps des choses, on s'adapte. Voilà, quoi, c'est le métier qui veut ça, c'est le chantier qui veut ça, c'est Notre-Dame. Par deux boulons, par les deux ronds boulons, les deux trous que vous avez là. Les interventions qu'on a faites, on a l'impression que c'est presque une chrysalide. Enfin, vous savez, c'est un cocon dans lequel il va y avoir quelque chose qui va se préparer, puis à la fin, il va y avoir le papillon qui va sortir. Là, on est encore dans le cocon. On devine qu'il y a quelque chose, mais on ne le voit pas encore. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est du provisoire, mais c'est du magnifique provisoire. Les cintres étaient d'une beauté, d'une force, d'une puissance. Eux, c'était la cathédrale de Cintre. Donc vous avez eu la cathédrale d'acier, mais là, c'était la cathédrale de Cintre en bois. Et c'était magnifique. On se serait cru dans des caves voûtées où on marchait, en fait, et tout était voûté en bois. Alors qu'on était à 30 mètres de haut. Alors qu'on était à 30 mètres sous les voûtes, sur un plancher d'échafaudage. Ah, dis donc, ça a sacrément avancé, hein. En plus, c'est beau. Il faut que les choses soient belles pour que les cœurs travaillent mieux. Oh, les Français. Le général, c'était la pointure du chantier, quoi. Quand il était là, c'était lui qui était là, quoi. C'était pas tout le monde écoutait ce qu'il avait à dire. Là, c'est un endroit aussi où on accède maintenant, qui est aussi très symbolique, cette gerbe-là. Nous sommes, monsieur, au cœur du drame, là. Et nous mesurons en voyant ça tout le travail qui a été accompli depuis 2 ans et demi par tous les acteurs de cette réussite, parce que c'est une réussite. C'est assez émouvant de voir ça, pour moi, pour tout le monde, pour tous les gens qui suivent ça, parce que là, on se dit qu'on tient le bon bout. Le délai qu'on nous a donné, donc de 5 ans pour la reconstruction, est un délai que j'ai fait mien dès le lendemain, puisque quand on m'a demandé si c'était jouable, j'ai dit oui, c'est faisable. Et le général, lui, ne savait peut-être pas structurellement, techniquement, si c'était faisable ou pas, mais la mission qu'il avait reçue du président, c'était de le faire en 5 ans. Et à tenir le délai de 2024. Voilà ce que je ressens ici. C'est une question d'honneur et d'engagement. Moi, j'ai dit oui, c'est faisable, on va le faire, et lui a dit on le fera. Et c'est comme ça que tous les deux, on a dirigé ce chantier. Et on se dit, dans 3 ans maintenant, on ira ici à la messe ou quoi, on ne pourra plus toucher cette voûte. On se souviendra de ces grands moments. Alors, la phase de sécurisation nous coûte 150 millions d'euros. 150 millions d'euros qu'on dépense entre avril 2019 et l'été 2021. On a bossé sous la pluie, avec le vent, on a fait des heures, on a bossé les week-ends, on a sacrifié les vacances, et puis pas pour rien, quoi. À un moment donné, la sécurisation, on avait sauvé la cathédrale, et puis on attendait la suite. Et on va tourner cette page, parce qu'il faut toujours travailler de l'avant et jamais de l'arrière. On va enlever cette page et on va continuer en regardant droit devant.
Mais en fait, on était déjà projeté sur le lancement de la restauration avec des échéances, un calendrier qui ne nous laissait pas de répit. Oui, c'est le début d'une nouvelle étape. Et je me suis posé la question de est-ce que je vais au-delà? Parce que finalement, la sécurisation a été faite, elle était sauvée. Maintenant, il fallait la reconstruire, mais elle était sauvée. Et oui, il fallait que je reste.